squat est-il un hébergement avec Ronan Tanto, qui est là, oui, pardon. Vous voulez vous déplacer jusque-là peut-être ? Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, moi je m'appelle Ronan Tanto, donc je suis médecin généraliste. Je travaille à temps partiel à la PAS du CHU, je travaille à la PAS Saint-André et à la PAS mobile. Et également, je suis médecin coordinateur des LIAL Soins Santé du Diaconat de Bordeaux qui ont ouvert en 2021 récemment. Voilà, et aujourd'hui, ou en tout cas là maintenant, on va parler de la mobilité, des soins en squat et bidonville. On va se centrer un peu sur ces lieux-là, sur ces populations, et parler un petit peu de notre expérience en passe mobile. Les passes mobiles qui sont du coup la version mobile des passes, bravo, qui ont un peu les cahiers des charges sont, les missions sont similaires, hein, sont relatives à l'accès aux soins des personnes en situation de précarité, de grande précarité, et essayer de trouver des solutions à de multiples barrières à cet accès. Et donc, nous, la passe mobile au CHU, elle a été créée, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Et nos activités en squat et bidonville sont pas si vieilles parce que c'est arrivé au niveau du printemps-été 2020. Épidémie Covid, bien sûr, du coup. Et ce qui a été vraiment le gros décollage de ces activités-là pour nous. Alors, on va parler déjà de ces endroits-là. Je regarde si ça marche. Donc, les lieux de vie, squat et bidonville, qu'est-ce que c'est ? Des lieux de vie qui sont créés spontanément par des groupes sociaux, une ou plusieurs familles qui sont de principe occupées illégalement. Ça peut aller de petites maisons, de petits appartements occupés par une famille ou quelques personnes, ou des gros bâtiments abandonnés ou des gros terrains vagues, ou des divers ensembles de bâtiments qui peuvent être repris et squattés, soit de façon un peu opportune ou parfois de façon aussi militante, avec des ouvertures de squat, etc. Squat et bidonville ne sont pas tout à fait synonymes. Les bidonvilles ont une définition selon la délégation interministérielle de l'habitat et de l'accès au logement, qui est qu'un bidonville est un terrain, une friche, un immeuble bâti, généralement dépourvu des services de base, l'eau, l'électricité, la gestion des déchets, etc., et qui est donc aussi occupé illégalement par plusieurs familles. Donc là-dessus, on peut trouver plein d'habitats de fortune, des cabanes autoconstruites, des caravanes, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont un peu mélangées au niveau du vocabulaire et qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses, mais grosso modo, ce sont quand même des terrains occupés illégalement et dans des situations de salubrité pas terribles. Les populations, par contre, c'est pas vraiment une population, un groupe très très défini. Il n'y a pas d'homogénéité dans les personnes qu'on rencontre, à part le point commun qui est souvent une grande ou une extrême pauvreté et précarité. Nous, on y rencontre, alors je connais pas les statistiques nationales, etc., et je veux pas dire de bêtises, mais de ce qu'on voit sur Bordeaux Métropole, on a quand même plutôt des personnes qui sont aussi issues de la migration, en majorité, européens, extra-européens, immigration économique, immigration politique, venant de pays en situation de guerre, de corruption ou d'autres problématiques, ou des personnes qui sont aussi dans cette immigration politique et qui ont échoué à la demande de régularisation de titres de séjour, etc. Enfin, c'est assez varié. Bon, bien sûr, il y a aussi des personnes qui ne sont pas étrangères, qui sont françaises, qui vivent dans des squats, qui sont aussi exclus socialement et d'une grande précarité, souvent.
On y voit souvent des rassemblements qui sont assez communautaires, même nationalités, qui vont se regrouper, se connaître, former un petit réseau et investir des lieux. Et on peut y retrouver aussi pas mal de squats avec des regroupements de familles, avec tous les âges, grand âge, pour, on va dire, au-dessus de 50-60 ans, femmes enceintes, enfants. Je parle de précarité, hein. Prenez pas mal. On a parlé de l'espérance de vie de moins 35 ans, hein, c'est énorme. Pardon. Du coup, effectivement, on disait l'évaluation de priori de 300 000 personnes au niveau national à la rue, en habitat informel, en hébergement d'urgence en France, selon les données que Médecins du Monde, je crois, communiquaient en 2022. Petit focus sur la région qu'on connaît, nous, Bordeaux Métropole, environ 170 sites répertoriés, 1700, 2500 personnes. Évidemment, c'est pas très aisé de les compter, et il y a des évaluations qui diffèrent selon les intervenants associatifs, Médecins du Monde ou plus officiels, la DIAL. On a divers types de squats, j'en ai déjà parlé. Il y a des squats militants qui ont été beaucoup ouverts pour certaines spécificités, des mineurs non accompagnés, donc qui sont étrangers et qui n'ont pas eu la reconnaissance de leur minorité en France et qui se retrouvent après cette évaluation directement. Enfin, ils sont estampillés majeurs, donc ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire plus aucun droit, majeur et sans droit au séjour, donc à la rue, mais en pratique un certain nombre quand même ont une certaine vulnérabilité. Donc ça a été notamment des squats qui s'appelaient, il y a eu Cabaco, La Ruche, le Fort Libre, plein de choses, des ouvertures pour des familles isolées, ou juste ouvrir pour accueillir des personnes à la rue sans particulièrement de spécificité. Il y a eu notamment un gros exemple qui s'appelait la zone libre, à ce nom, il y avait des centaines de personnes dans une ancienne RPA, des familles, il y avait des gens qui étaient isolés, de toute nationalité, vraiment beaucoup de choses, avec un conseil de vie qu'il faut faire vivre avec des gens qui parlent pas du tout les mêmes langues. Enfin, un gros travail là qu'il y a eu là-bas. Voilà, après je fais pas la liste de tous les types de nationalités qu'on peut rencontrer, pêle-mêle, Sahara occidental, Bulgarie, Roumanie, Géorgie, Afrique de l'Ouest, Albanie, et j'en passe. Centre-ville parfois, plutôt évidemment périphérique, parce que, on le verra, ces terrains sont soumis aux décisions des préfectures et souvent ne tiennent pas longtemps. Et donc notamment les bidonvilles sont plutôt en tendance à être en périphérie, sont plus ou moins peuplés, mais c'est là où on voit quand même des gros rassemblements qui peuvent aller sur les plus gros des dernières années à 300, 400 personnes sur un terrain industriel, un terrain vague, etc. Notamment, ce qu'on voit beaucoup, c'est sur des bidonvilles, des communautés de gens du voyage, bulgares ou roumains, européens. Du coup, les caractéristiques communes de ces types de lieux de vie, donc occupés illégalement, on le disait, donc confrontés à la problématique des expulsions. Il y a au niveau national une circulaire interministérielle qui a été posée en 2018 qui cadre un peu l'action globale de l'État dans les bidonvilles, concernant la résorption des squats et des bidonvilles, qui est en théorie quand même en faveur d'un accès à tous les dispositifs de droit commun, hein, que ça soit, alors c'est tout, une grosse partie des ministères qui ont signé ça, travail, logement, santé, etc. Bon, et à la fin, ce qu'on voit, c'est quand même les préfectures qui gardent bien sûr le dernier mot, et donc ces terrains occupés illégalement, ils doivent disparaître à un moment ou à un autre, avec ou sans solution d'hébergement proposée ou acceptée par les personnes ou existantes. Et donc ça prend plus ou moins de temps de faire expulser un squat en fonction du propriétaire des lieux, lieux publics, lieux privés, etc.
Voilà, donc ça donne une instabilité évidemment énorme, on en a déjà parlé précédemment sur l'intervention précédente, et globalement des terrains qui n'ont pas accès ou des bâtiments qui n'ont pas accès aux services de base, donc une insalubrité commune aussi. Donc cette insalubrité va amener à des conditions de vie assez dégradées, hein, et qui va amener à des expositions, à des risques de santé. Alors on le disait plus tôt, les populations précaires n'ont pas tant de spécificité au niveau des pathologies, mais quand même des plus grosses prévalences de certaines maladies, il ne faut pas se le cacher. Donc pêle-mêle des risques liés à l'environnement, à l'insalubrité, à l'accès à l'eau qui est réduit et l'accès à l'hygiène qui du coup est diminué, potentiellement beaucoup plus d'épidémies liées à du péril urofécal, des gastro-entérites, hépatite A, des choses qu'on a vues même récemment sur certains bidonvilles avec un gros retard aux soins et où les autorités, où on a été prévenu après coup qu'il y avait eu une épidémie d'hépatite A avec quelques enfants, je crois, qui avaient consulté à l'hôpital. Évidemment, ça pose aussi des problématiques, l'accès à l'hygiène autres, dermatologiques, plus de mycoses, de parasitose, de gale, etc. L'insalubrité, l'accès à l'électricité qui n'est pas présent, en fait, occasionne des petits bidouillages sur des transformateurs autour, et donc des fils qui sont à une sécurité qu'on imagine, donc malheureusement des électrisations, des électrocutions arrivent. Des conditions de régulation thermique avec des murs qui sont faits soit dans des bâtiments qui sont pas aux normes, ou des cabanes, des petites caravanes qui n'ont pas d'âge, avec, quand il fait froid, de la moisissure, de l'humidité, des infections forcément pulmonaires, de l'asthme, des décompensations de bronchites, des engelures ou des choses comme ça. Et du coup, ça occasionne aussi beaucoup d'utilisation de matériaux de chauffage à l'intérieur de ces cabanes, donc du bois, mais du plastique, tout ce qu'on trouve pour mettre un petit peu de chaleur dans le feu, mais donc des fumées qui sont déjà pas super bien évacuées et pas forcément de bois. Donc aussi des infections pulmonaires, des intoxications au monoxyde de carbone, des choses comme ça. En été, ça va être l'inverse, le risque de déshydratation pour les populations vulnérables, personnes âgées, polypathologiques, les enfants est quand même assez présent, et on en reparlera plus tard lors de la prochaine intervention. On va avoir la pollution aussi des sols, beaucoup d'intoxication au plomb, des peintures au plomb qui peuvent être utilisées dans le cadre du travail ou pour de la revente, et qui occasionnent pas mal de cas de saturnisme. L'évacuation des déchets est pas forcément existante, donc pareil, pollution, il y a un risque de péril aussi urofécal, et beaucoup aussi alors là tout mélangé, insalubrité, pollution, de risques traumatiques avec des enfants qui jouent au milieu de plein de déchets, de bouts de ferraille, de divers types, et pas mal de blessures, de plaies, etc. Et je pensais aux plaies aussi, penser aussi aux eaux stagnantes et à la propension des moustiques. On voit beaucoup d'enfants avec des lésions de grattage, des impétigos, des surinfections, et des adultes aussi. Donc ça fait partie des choses. Et la promiscuité, on n'en a pas parlé, mais en cas d'épidémie, notamment en transmission par gouttelettes, par aérosolisation, quand on vit à 10, 15 dans des petits locaux, ça favorise pas l'isolement dans les règles de l'art. Et également des habitats dégradés qui vont avoir des risques sur la psychologie, sur la dégradation de la santé mentale des personnes, avec même une plus grosse prévalence de troubles psychologiques ou psychiatriques, de choses qui sont existantes ailleurs, des dépressions, des addictions, mais qui sont très 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 marquées.
et qui sont un petit peu liés aussi à d'autres, qui peuvent être un petit peu liés à d'autres risques qu'on voit dans la société, liés à la négligence infantile, à la maltraitance, voire aux violences intrafamiliales et conjugales, par exemple. Et notamment dans ces endroits qui ne sont pas forcément très sécurisés, pas de porte, pas de façon de se protéger de l'extérieur, et ça offre plus de possibilités de vol et donc aussi parfois d'agression, et avec des risques et des risques traumatiques qui s'encourent aussi là-dessus. Donc les personnes qui sont dans ces situations d'habitat vont avoir de plus grandes, en général, difficultés à assurer leurs divers parcours, qui sont tous intriqués les uns aux autres. Alors c'est vrai que nous, on est quand même très très centré santé, c'est notre métier, mais le statut administratif va influer sur l'obtention d'un logement, d'une assurance maladie, donc niveau prise en charge en santé, c'est quand même pas la même chose entre une personne avec un statut irrégulier et quelqu'un qui a le droit d'être sur le territoire. Donc ça amène à des parcours complexes et assez éclatés au niveau de la santé, enfin dispersés. Et donc c'est indispensable pour nous de le prendre en considération pour pouvoir essayer d'activer tous les leviers qui sont nécessaires à l'accès aux soins, et malheureusement on n'a pas forcément beaucoup d'emprise. Et puis évidemment travail, scolarisation, le fait de ne pas avoir d'adresse complexifie toutes les démarches qui nécessitent une domiciliation, c'est très contraignant, etc. Donc ça fait partie des principales sources de difficultés qu'on rencontre pour prendre en charge la santé des personnes. C'est les choses qui ne relèvent pas tellement de la santé, hein, l'accès à un logement digne, l'accès à un statut administratif régularisé. Du coup, dans des exemples, des personnes qui ont été, on en parlait, qui ont essayé d'avoir une régularisation, qui étaient un temps mis à l'abri, les MNA, les demandeurs d'asile, et qui se retrouvent avec un refus, une décision négative pour eux, vont souvent avoir une fin d'hébergement, parce que le droit au séjour conditionne quand même l'accès à un logement, et donc une instabilité de plus, un changement de lieu d'un centre vers la rue ou d'un centre vers des squats qui seront identifiés avec des communautés de la même nationalité, et donc des difficultés pour les soignants pour poursuivre un petit peu le parcours de soins, et encore quand c'est dans la même région, parce qu'après le nomadisme fait qu'on peut aller aussi tenter sa chance ailleurs. Donc voilà. On rencontre du coup, je vais en reparler, un certain nombre de barrières d'accès aux soins. J'ai déjà parlé du statut administratif et de l'instabilité. On parlait plutôt du fait que les gens peuvent pas forcément assurer leur rendez-vous, parce que en fait il y a d'autres choses à faire. Dans les objectifs de la journée, l'accès au logement, l'accès à la nourriture, à l'eau, revenu, c'est quand même souvent un petit peu plus préoccupant ou important que accéder aux soins, en tout cas tant qu'il n'y a pas une urgence patente à s'en préoccuper. Accéder aux services peut être aussi bien plus compliqué. On en parlait du fait que les bidonvilles ont tendance à être de plus en plus éloignés des centres-villes, et donc les transports, les services ne sont pas forcément assurés. C'est quand même moins facile d'aller sur les villes, sur les quartiers où il y a des services. On parlait de l'absence d'adresse qui nécessite une domiciliation, mais qui fait aussi que potentiellement on n'est pas forcément identifiable quand il s'agit d'organiser des soins à domicile, des choses comme ça. Il faut un petit peu plus de descriptif pour arriver à donner le lieu, la bonne caravane, la bonne chose, etc. C'est pas forcément toujours facile. Et d'autres barrières qui sont pas spécifiques à l'habitat en squat et bidonville, mais c'est quand même des populations qui sont majoritairement étrangères. Donc la barrière de la langue,
énormément. Puis bon, après la barrière numérique, hein, prendre des rendez-vous, aller consulter un certain nombre de professionnels de santé, ça nécessite souvent un compte sur Internet pour Doctolib ou pour plein de trucs. Et téléphoner, c'est pas toujours facile non plus. Et donc, s'il n'y a pas d'accueil physique, ça devient immédiatement très compliqué. Donc c'est plus difficile d'être pleinement acteur de son parcours de soins quand on est dans toutes ces difficultés-là, alors que on voit bien que on en parlait, dans ces lieux de vie, il y a pas que des gens en forme, il y a quand même des grosses prises en charge oncologiques qui peuvent être en attente sur des personnes en chimiothérapie, des gens avec des lourds handicaps, que ce soit neurologiques, post-traumatiques, respiratoires, qui du coup pour se déplacer vont être très limités, hein, un peu cantonnés à leur petit logement de fortune, et s'ils ne sont pas isolés, bénéficier de l'aide familiale ou communautaire pour se nourrir, pour avoir des revenus, etc. Mais ça reste très compliqué après de sortir et d'aller et venir autour de ces lieux. Et donc à la fin, on a un accès diminué à tous les domaines de la santé, soins curatifs, prévention, promotion, et on aboutit, comme on disait tout à l'heure, à des retards ou des renoncements aux soins, qui sont assez dommageables. Donc la passe mobile a commencé à exercer dans les squats et bidonvilles suite à l'épidémie de Covid par l'urgence qu'il y avait à s'occuper des gens, des personnes un peu enfermées dehors et qui subissaient également l'épidémie au même titre que les autres, voire plus, parce qu'on a quand même une plus grande promiscuité, statistiquement un peu plus d'infections chez les personnes précaires et plus de décompensation, plus de séjours en réanimation et plus de décès malheureusement par des retards et des renoncements de soins dont on a parlé. Donc nous on se déplace principalement sur des sites qui nous ont été signalés. Il y a un premier contact indirect qui est en fait où nos partenaires du réseau, notamment Médiation, Bordeaux Métropole Médiation ou d'autres, de travailleurs sociaux, etc., ou parfois des professionnels de santé d'autres passes ou même de structures hospitalières qui nous signalent des patients en particulier qui leur ont parlé d'un site. Et on prend contact avec soit un occupant de site ou une personne qui s'y rend déjà pour être un petit peu introduit et qu'on sache qui on est quand on arrive, puisqu'on vient quand même chez les gens, même si c'est des lieux d'habitat de fortune. Et on va aller là-bas en grande majorité pour essayer de trouver quels sont les non-recours aux soins par méconnaissance de sa santé, du système de santé, par absence d'accès au droit commun, par toutes les barrières dont on a parlé. Et on va se poser sur place les questions, d'essayer de répondre aux problématiques de soins qu'on rencontre là-dessus. Donc ça va prendre souvent la forme plutôt de maraude, parce que c'est des lieux où on essaye de viser le plus grand nombre, où il y a beaucoup de monde. On ne voit pas énormément de gens sur place, parce que ça prend quand même énormément de temps. C'est principalement de la médiation, de l'information, de la coordination de parcours de soins, mais ça peut être aussi des consultations et soins sur place qui vont vraiment être pas l'objectif primaire, et plutôt à la marge, parce que l'idée n'est pas d'amener un petit soin dégradé par-ci par-là pour essayer de sauver les apparences, mais plutôt d'accéder au système de droit commun avec les bons outils pour bien soigner aux bons endroits. Du coup, on y rencontre aussi, alors au-delà des problèmes d'accès aux soins, ça en fait partie, mais les problèmes d'accès à l'assurance maladie. Donc on a besoin d'une certaine expertise sociale pour savoir quelles sont les démarches, les suivis, les relances à faire.
Et donc il va falloir, pour accéder à tout ça, faire ça en plusieurs étapes, créer d'abord du lien, bien se faire identifier, avoir du coup un rapport de confiance qui se crée, parce que parfois on a aussi de la défiance vis-à-vis des soignants et de ce qu'on fait, et créer une relation qui est un petit peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à l'intérieur de l'hôpital ou de nos cabinets ou de nos différentes structures de soins. Donc voilà. Donc on parlait de ces problématiques à intrication multiple, plusieurs types de problématiques se posent, médicales, psychologiques, sociales, et donc on a besoin de l'expertise très souvent de plusieurs professionnels. Alors bien sûr, et très souvent, l'interprète et on ne fait pas de sortie sans interprète, ça reste le pilier sans lequel on ne peut pas trop s'organiser, et c'est assez dommageable parfois de ne pas avoir une régularité sur les personnes, parce qu'elles sont notre lien le plus fort avec les gens que l'on essaye de soigner. Et on a besoin aussi de plusieurs professionnels autour d'une même situation, donc ça nécessite une grande pluridisciplinarité entre les spécialistes du soin, les spécialistes de l'assurance maladie, du travail social, ou les professionnels des soins psychologiques. Et on va souvent pas avoir possibilité de faire des soins sans se tourner vers le soutien des structures adaptées. Alors nous, on sera très facilement, comme on est adossé au PASS, en recours vers ces structures qui ont aussi cette spécialisation et cette pluridisciplinarité pour accueillir l'ensemble des problématiques. Il y a aussi parfois dans les difficultés de prise en charge, bien sûr, des méconnaissances, des méconceptions, ou bien sûr des difficultés objectives pour les professionnels de santé qui ne disposent pas de toutes les clés que l'on a, nous, sur le réseau, sur les conditions de vie des personnes, et faire directement le lien avec les professionnels de santé en ayant cette connaissance-là. Ça nous permet d'expliquer beaucoup les particularités de ce qui va être possible, pas possible de faire dans certains types de soins, de rassurer aussi en expliquant que bon, les personnes sont parfois paraissent pas impliquées dans parce qu'ils ratent un rendez-vous, mais que il y a d'autres choses qui sont en jeu, et que ces choses-là ayant été réglées, on va pouvoir commencer à enclencher des nouveaux projets. Et voilà. Et au niveau aussi, un autre type d'intérêt, nous, qu'on y voit beaucoup, c'est de pouvoir faire remonter, en tout cas on l'a déjà beaucoup vu sur la problématique épidémique liée au Covid, les informations auprès des tutelles responsables. Alors ça pouvait être sur les clusters, les besoins en vaccination, en prévention, en masques, etc. Donc plutôt auprès des ARS, mais parfois des demandes autour de relogement urgent auprès à l'époque des DCS et maintenant les DETS, des accès à l'alimentation pour des personnes qui s'isolaient et qui n'avaient plus ou très peu accès à des denrées alimentaires correctes, donc solliciter aussi le tissu d'abord des collectivités territoriales, des CCAS, etc., et parfois même souvent même des associatifs. Donc c'est aussi un lien qui est intéressant à faire dans nos activités. Donc de tout ça, on ressort quel intérêt, quels sont les principes et les objectifs des interventions de Pass Mobile. C'est un peu un résumé là de tout ce qu'on a dit. Créer du lien en plusieurs étapes pour rétablir une relation de confiance active qui va nous permettre de faire une médiation sanitaire efficace, faire de l'écoute, de l'échange, apporter de l'information, pour que les gens pour qu'on puisse faire avec les personnes, pour qu'elles se saisissent de leur parcours de soins
et pas aller faire tout à leur place. Le but étant pas d'amener des petites mains systématiquement pour faire toutes les soins, les prescriptions sur place, parce qu'on a beaucoup de demandes là-dessus. Faire le diagnostic des barrières d'accès aux soins et du coup en découle la mise en œuvre de projets et de solutions adaptées, mettre en lien avec les structures les patients éloignés et les structures de soins adaptés, et donc les aider et les appuyer à coordonner et à suivre leur suivi, leur parcours, pardon. Donc, ce qui implique une certaine régularité d'intervention. Nos moyens sont soutenus par des principes d'une démarche active, de faire avec et pas à la place, de disposer de temps pendant, parce que c'est des choses qui prennent du temps sur place et après, parce qu'il faut toujours organiser des choses. Une fois qu'on a terminé d'aller dans des endroits, on peut pas tout faire par téléphone ou on peut pas tout faire immédiatement, donc il y a un certain temps de coordination qui nous paraît indispensable. Être adossé à des structures adaptées est évidemment un gros plus, avec une pluridisciplinarité importante, donc pour nous principalement les PASS de la métropole, dont celle du CHU dont on fait partie. Ça nécessite, j'ai pas fait de bêtises, bon je vois plus. Ça nécessite du coup une connaissance fine des structures et du réseau médico-social. Une réflexion pluridisciplinaire au sujet de ces problématiques, et donc des interventions qui sont systématiquement à 2 ou à 3 pour avoir ces plusieurs têtes pensantes avec différentes façons de se poser les questions et d'y répondre. Alors, je sais pas si je peux plus avancer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, c'est réparé. Quelques du coup limites pour finir à ces actions, donc qui se concentrent sur la médiation et la coordination, et qui ne complètent pas, qui ne sont pas du coup un système de soins à domicile, que ce soit paramédical, médical, adapté aux situations de non-accès à l'assurance maladie et de vie dans des conditions assez dégradées. Ce qui serait des équipes avec des enjeux différents et des mises en place qui sont, je pense, un petit peu plus, qui nécessitent des moyens coûteux. Des soignants qui ont besoin de répondre à des questions qui n'ont pas forcément toutes les clés, parce que on le disait, le logement, l'accès aux droits ne sont pas de nos prérogatives, et pourtant ça reste un déterminant de santé, comme vous le soulignez, qui nous semble supérieur à la disponibilité de soignants localement, l'accès à un logement digne. Et enfin, on le disait quand même, une démographie de personnes en bidonville galopante, et des moyens qui doivent peut-être suivre, même si c'est malheureux, mais c'est compliqué de faire avec plus de monde et les mêmes moyens. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez qu'on échange. Merci beaucoup, Ronan. Alors, on peut continuer. Est-ce que c'est un logement, le squat? On voit qu'il y a un toit. Non. Est-ce que vous arrivez à faire... je prends, mais s'il y a d'autres, vous levez la main, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à faire qu'on ne fait pas chez les patients, justement, SDF? On parlait de traitements un peu chroniques, de traitement de diabète ou de choses comme ça. Est-ce que vous arrivez justement à prendre en charge certaines typologies de pathologies qui, sans aucun toit, pour du coup, sont impossibles à prendre en charge dans la rue? Alors, globalement, pour les problématiques vraiment qui dépendent de l'accès à un logement dans des bonnes conditions, on peut arriver, on initie des démarches vers les personnes compétentes pour accéder à des logements si c'est possible.
Mais je ne vais pas dire qu'on trouve des solutions d'hébergement pour arriver à conduire des thérapeutiques en santé qui le nécessitent. Alors on a des outils dont on a parlé, qui sont médico-sociales, notamment les liés soins santé pour des problématiques de soins plutôt aigus et qui ont du coup cette utilité-là. Mais pour des choses plus chroniques, effectivement, notamment pour les personnes en fait en situation d'irrégularité, hein, c'est toujours le même problème. Non, là c'est clairement un peu le point manquant où on ne trouve pas de solution. Les lits d'accueil médicalisés qui ont du coup cette vocation à prendre notamment ces personnes-là en charge sans condition d'accès à un statut administratif régulier ou un accès à l'assurance maladie, etc. Elles existent, mais pour l'instant pas dans le département. Donc sur les soins là. Après, on arrive à rattraper des personnes qui ont lâché un peu l'affaire parce que trop compliqué de retrouver un médecin, trop compliqué d'aller dans des hôpitaux ou etc. Et qui avaient besoin de renseignements, qui avaient besoin de l'appui pour qu'on prenne des rendez-vous parce qu'il y a barrière de la langue, etc. Qui comprennent pas aussi où est-ce qu'on veut en venir sur la prise en charge en santé et qui n'ont pas envie. On parvient à créer des dialogues et une explication sur leurs problématiques de santé qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu le temps de mettre en place en consultation dans un bureau et où même des fois on n'arrive juste pas à mettre une relation aussi transparente qu'en étant face à face chez les gens, entrer dans l'intimité, c'est quand même une autre relation, donc il y a quand même des choses qui avancent malgré tout. Voilà. Témoignage plutôt. Alors, docteur Rouki Toussaint, médecin généraliste, un médecin du monde. C'est très hétéroclite ce que l'on rencontre dans les squats, pour y avoir été pendant quelques années moi-même. La première des choses, c'est les gens qui ont une assurance et ceux qui n'en ont pas. Et donc, on peut avoir les surprises dans les squats de trouver des gens qui prennent des chimiothérapies orales, qui se piquent, qui sont traités à l'insuline, qui sont dialysés régulièrement. Et là, par contre, la problématique, c'est les déménagements de squats. Quand d'un seul coup, la police arrive et déménage tout le monde. Et puis après, le fondamental, pour moi, c'est ceux qui n'ont pas d'assurance, effectivement. Mais c'est très hétéroclite. Voilà. Et les types de squats aussi sont très hétéroclites. Je pense qu'on arrive à construire des choses, surtout quand les squats... je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens, et puis même à moi, se pérennisent. Voilà. Ah oui, tout à fait. L'instabilité et les expulsions, c'est un énorme coup d'arrêt pour toute démarche en santé. Bon, aussi pour d'autres pans de la vie des personnes, la scolarisation, parfois le travail, etc. Mais pour nous soignants, ça remet souvent tout en cause dans le suivi régulier des personnes, qu'elles soient avec des vulnérabilités accrues, polypathologiques, âgées, les enfants ou les femmes enceintes. Ça peut amener à des situations assez tristes, quoi, de choses qui étaient possibles et qui d'un coup se retrouvent mises à plat. Et bon, faut garder un peu de courage pour relancer la machine. Et je voulais juste ajouter à vos propos que, effectivement, concernant tout ce qui est expulsion des sites, c'est vrai que nous-mêmes dans l'Aller Vert, en fait, il y a certains sites qu'on trouve assez stables et sur laquelle on peut faire des choses. Et c'est vrai qu'être confronté systématiquement à ces expulsions qui sont inévitables, c'est très très compliqué pour les parcours de soins. Et quand tout à l'heure Ronan parlait des squats qui sont ouverts par des ouvreurs de squats militants, en fait c'est une alternative qui existe parce qu'il y a une vraie problématique et en même temps, voilà, c'est pas une question d'opinion sur le sujet, mais il y a des choses quand même qui sont faites, qui sont du coup
bien pour nos actions aussi, parce que nous, ça nous permet aussi de pouvoir vraiment prendre en charge certaines personnes. Donc, voilà. Moi, je voulais vous demander quelle est la temporalité de ces prises en charge ? La temporalité, elle est assez étalée dans le temps. Il y a tout ce qu'on dit, une petite phase quand même avant qu'un squat on puisse y intervenir. Il y a le moment où il se crée, que les gens l'investissent, le moment où il est identifié par quelqu'un, notamment nous on travaille beaucoup avec le GIP Bordeaux Métropole Médiation, qui sont des médiateurs et qui ont plusieurs types d'équipes, mais notamment une mission squat, et qui repèrent et vont à la rencontre pour aider sur notamment d'autres problématiques que celles en santé, l'accès à l'eau, l'électricité, à l'évacuation des déchets, l'initiation de démarches pour obtenir des logements plus pérennes. Et donc ça, il y a déjà un certain temps qui se passe. Après, on n'a pas toujours des disponibilités à la semaine même. Et on met en place des sorties qui durent en général une demi-journée. Enfin, ça va dépendre, ça peut être entre 2 heures, 3 heures, parfois ça arrive de traîner plus. Pour rencontrer, alors on va pas toujours voir des dizaines de gens, des fois juste le temps de s'occuper de 3 à 4 situations qui paraissent un peu préoccupantes, et il y a déjà largement tout le temps qui a été consommé. Et après il y a un temps qui est quasiment aussi long pour essayer de mettre en place les choses, le parcours de soins, une fois qu'on est revenu dans l'hôpital, pour essayer de prendre les rendez-vous qu'on n'a pas pu faire, etc. Et travailler avec les partenaires du réseau sur les autres problématiques qui ne sont pas de la santé. Et après, la régularité s'installe, et toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, une sortie sur un même site se fait, jusqu'à ce que le squat n'existe plus, en fait. Et ça... alors je connais pas la moyenne, j'avais entendu qu'un squat ça dure 12 ou 18 mois en moyenne, je sais pas, mais ouais, on a l'impression que c'est un peu ça. Donc au bout d'un an et demi, la préfecture dégage. Après il y a des endroits qui tiennent plus longtemps, mais voilà. Pas l'impression, non, je pense que c'est pareil, hein. Et après, on essaie de suivre si on a des parcours, s'il faut retourner sur un endroit où tous les gens se sont, y retourner aussi. Plus fort, si vous... qu'elle est plus indispensable pour ces populations, ou si ces personnes-là même ne souhaitent pas forcément qu'on soit présent, c'est un respect mutuel, et on ne force jamais en fait dans l'aller vers, puisque justement on est à disposition pour, mais si les personnes ne veulent pas, ou enfin voilà, c'est leur choix, et c'est voilà. Oui, merci Ronan pour cette intervention. Je perçois mieux toutes les facettes de votre travail. Je vous vois arriver et partir. Partir. Non, parce que vous êtes parti avant que j'arrive, et vous revenez. Je vous vois quand vous revenez, quand même, tard le soir. Et je vois que vous faites beaucoup de missions d'information, d'éducation à la santé, d'orientation, etc. Et donc finalement, ma question, c'est... les politiques et l'ARS ont mis beaucoup d'argent, enfin, c'est eux qui ont fait ce choix de mobiliser les passes vers l'aller vert. Et c'était ça un peu de questionner, est-ce que vraiment c'est le rôle de médecins, d'infirmiers de faire ce travail-là, ou est-ce que ça ne pourrait pas être le travail de médiateurs en santé, voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'hôpital, il y a les médecins, les infirmiers, c'est compte sur le doigt d'une main. Donc, je pense cette question un peu sous l'axe des professionnels,
pour un peu titiller un peu et questionner cet aller vers un petit peu de façon systématique. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir Clio qui disait on force jamais, mais c'est aussi une espèce d'un peu de dictature, quoi, de l'aller vers absolument vers le soin. Voilà, je me fais l'avocat du diable de ce dispositif pour dialectiser le débat. Non, oui, c'est vrai, c'est une question intéressante, les types de moyens qu'on mobilise, pourquoi et comment on les fait. Et c'est une question que je me pose aussi. C'est vrai que les professionnels en santé sont... il y a aussi des besoins un petit peu partout. Ça consomme du personnel et du temps pour faire ça. Et c'est vrai que... pour ce qui est de l'information, de l'échange, de la médiation, on dit qu'on a peut-être parfois pas besoin de ça. Alors, à venir nuancer, parce qu'il y a tellement des fois des méconceptions et beaucoup de questions qui sont assez précises sur les traitements, sur qui c'est qu'il faut aller voir, quand est-ce qu'il va falloir faire cet examen, pourquoi je devrais le faire, alors que je me sens très bien. Et donc c'est quand même des questions qui nécessitent parfois un bagage santé assez costaud. Et pour le coup, je pense que la question de la médiation sanitaire, effectivement, faut voir qui c'est qu'on met là-dedans. Ça peut, je pense, très bien être des personnes bien sûr non issues du parcours de professionnels de santé ou d'études en santé, mais quand même avec peut-être un minimum, je pense, de formation sur les sujets qu'on veut évoquer. Parce qu'il y a déjà beaucoup de méconceptions sur la santé, d'informations qui se diffusent, et faut éviter d'en développer des nouvelles, des mauvaises et des choses comme ça, et être assez précis dans ce qu'on dit. Mais pour autant, je sais pas si... j'ai jamais expérimenté justement le fait d'avoir une personne qui relève d'un parcours qui n'est pas un professionnel de santé, de voir ce que ça peut apporter. Je serais assez curieux, parce que je pense que c'est une bonne façon de faire ces activités. Je pense que c'est possible de faire une grosse partie de ces activités qu'on fait, et du coup de recentrer peut-être une partie des interventions des médecins, des infirmiers, ou des professionnels du soin psychologique, psychologues, etc., qui vont parfois sur ces lieux, ou des travailleurs sociaux, sur des missions où ils ont vraiment leur spécificité, et utiliser ça à plein. Donc à expérimenter, je pense, de faire potentiellement sans soignant, avec de la médiation sanitaire pure, pour voir si les résultats sont convaincants. Mais je pense que c'est une piste à explorer, vraiment. Et pour te répondre aussi, Christophe, moi je suis intimement convaincue de l'utilité de soignants dans l'aller vers, et surtout de soignants qui vont être attachés en fait à un gros dispositif. Parce qu'on le voit tous les jours sur la PAS, on a aussi, nous, un intérêt en tant que soignants, puisqu'on accompagne ces personnes dans le parcours de soins à la PAS, il y a un intérêt aussi pour nous à cet aller vers, parce que quand nous on ramène vers la PAS, la création de... il y a tout ce que ça, la dimension de création de liens, et aussi même technico-pratique, sur, je sais pas moi, des remises de rendez-vous, des choses comme ça. Alors sans tomber, comme disait Ronan tout à l'heure, dans le faire à la place d'eux, mais faire avec. Mais pour toutes ces questions, en fait, pour faire un vrai travail de fond, je pense que c'est excessivement complémentaire de justement travailler avec une population et de faire un petit peu de suivi individuel à l'intérieur pour ramener vers de grosses structures comme peuvent être le CHU. Et en pratique, encore une fois, les équipes de médiation en santé, elles existent déjà, parce que le GIP Bordeaux Métropole fait beaucoup de médiation en santé, et en final, on est aussi très complémentaires avec eux, parce qu'on s'appuie, on parlait tout à l'heure d'une dynamique de réseau dans les équipes d'aller vers, on est obligé de travailler en réseau et de s'appuyer les uns sur les autres. Chacun va apporter ses propres compétences, et nous, en tant que CHU, je peux te dire que dans le réseau aller vers, finalement, toutes les équipes mobiles comptent énormément aussi sur les professionnels qui sont dans la PAS.
En fait, le travail, juste en tant que soignant, est un peu différent parce qu'effectivement, on n'est pas dans la prise en charge. Et nous-mêmes, entre nous, on en discute de la pertinence, souvent médicale, plus qu'infirmière d'ailleurs, mais de la pertinence médicale sur certains sites. On ne fait pas que les squats et bidonvilles, on fait aussi les permanences santé. Et là, la présence médicale est un petit peu moins... les médecins sont un petit peu moins présents, par exemple. Parce que, mais en squat et bidonville, on pourra même rééchanger sur le sujet si... les médecins sont même indispensables. Et indispensables aussi à l'équipe et indispensables aussi pour les personnes qui vont en fait avoir une vraie écoute, vont changer ce rapport justement de médecin-patient un petit peu dominant-dominé quelque part qui existe. Et les personnes, du coup, on le voit, il y a un vrai changement de comportement quand elles arrivent à la passe, une liaison, un lien thérapeutique qui est beaucoup plus facilement créé. Impeccable. Karine Erscovici, je suis médecin de la PAS et de la PAS mobile de Libourne et Sainte-Foy-la-Grande et médecin coordinatrice des l'IALT Soins Santé de Libourne. J'allais dire exactement la même chose. Le travail des médiateurs en santé, il serait intéressant et important pour des messages d'information, peut-être de prévention. Mais par contre, quand on parle de soins, le fait d'aller vers les gens dans leur domicile précaire, sur les squats ou des permanences hors les murs, ça permet de créer du lien, en fait, c'est bête, mais quand les gens nous voient, finalement, ils ont moins peur. Et puis derrière, en effet, on les accompagne sur la PAS, sur des consultations et sur un parcours plus classique. Mais notre rôle sur les lieux même de vie des personnes, je pense qu'il est vraiment important. Et chacun a sa place, en effet, que ce soit l'infirmier, l'assistante sociale, le médecin, la psychologue parfois. Il y a un vrai travail d'accompagnement global et que les médiateurs en santé ne peuvent pas faire ce travail de soins, je pense, et en même temps, on louperait quelque chose d'important aussi dans notre accompagnement et la mise en confiance des personnes. Et puis c'est bête, mais on a une certaine expertise aussi de ces publics difficiles à prendre en charge, et je pense que c'est un plus finalement, le travail des passes mobiles. Je voulais juste, tout à l'heure, je voulais intervenir par rapport au travail sur le réseau dans le logement et la santé. Nous, sur Libourne, on avait un vrai travail de partenariat avec le centre d'accueil d'urgence. On pouvait, à une époque, les solliciter pour des patients vulnérables en santé, pour avoir un hébergement de quelques jours. On pouvait même réussir à avoir avec des certificats et de façon assez ponctuelle, de permettre que les gens restent se reposer dans leur chambre en journée quand ils étaient malades. Et depuis, en fait, que le 115 a entièrement centralisé tous les appels pour l'hébergement d'urgence, on a perdu ce lien. Alors on a réussi à négocier une place partenaire par jour, en fait, par 24 heures. Mais voilà, on a mutualisé le 115 et on a perdu notre réseau, en fait, et la facilité qu'on pouvait avoir de terrain. Un dernier commentaire et puis après c'est l'heure de la pause. Alors du coup, moi je suis Myriam Puech, je suis assistante sociale sur la passe mobile donc du CH de Libourne. Alors en fait, ce que je voulais dire, je trouve qu'on n'a peut-être pas assez dit ce matin, du coup je vais me permettre de le dire, c'est que l'intérêt des passes mobiles, de la mobilité et de l'aller vers, c'est aussi que toutes nos passes sont intégrées à des établissements de santé et que nos patients à un moment donné vont avoir besoin des services des services hospitaliers, et cet aller vers permet de mieux connaître toutes les problématiques qui sont en lien avec le patient et de réduire, alors ça c'est sur des retours d'expérience, mais de réduire quand même drastiquement parfois les durées d'hospitalisation, parce que en amont les services de passe mobile ont permis de régler déjà un certain nombre de difficultés que si la personne s'était présentée elle-même aux urgences, n'aurait certainement pas eu la même prise en charge. Moi je suis AS hospitalière depuis 20 ans, je suis AS en passe depuis 6 ans. On a vécu la T2A, on a vécu l'explosion de l'ambulatoire, on a vécu les fermetures de lits, on a vécu tout ça.
et les durées d'hospitalisation se réduisent drastiquement. Et effectivement, quand le patient est déjà connu d'une équipe, ça permet en amont d'avoir une prise en charge un petit peu plus courte. Donc un réel intérêt, je pense, pour nos services hospitaliers. Et pour répondre tout à l'heure, je crois, à la collègue de Toulouse, qui nous disait... Alors nous, effectivement, sur la passe de Libourne, on n'est pas encore sur les squats, c'est un projet qu'on a. On est un petit peu sur les centres, enfin les gens du voyage. Et on a développé beaucoup les visites à domicile. Alors là, on n'est pas sur le non-logement, mais on est sur le mal-logement. Et effectivement, le retour le plus probant qu'on a eu, ça a été l'accompagnement d'une dame pendant 9 mois. Une dame qui refusait d'ouvrir sa porte, signalée par nos partenaires, et qui était dans un logement enfin qui n'est même pas descriptible tellement c'était catastrophique. Et en 9 mois sur l'extérieur, on a pu déjà réouvrir tous les droits sociaux de cette dame qui n'avait plus rien. On a pu mettre en place une mesure de protection. Et du coup, quand elle s'est présentée aux urgences, au lieu d'attendre 17 heures sur un brancard avec un signalement qu'on connaît tous, problème de maintien à domicile impossible, on avait réellement la problématique médicale qui était établie. Voilà, c'était vraiment ce retour expérience de dire cette mobilité, cet aller vers, ça permet vraiment un accompagnement, je pense, de plus en plus de qualité pour nos patients. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin de cette première partie de matinée. Donc vous avez... Merci.